Rebonjour les amis, c'est encore Agathe pour la deuxième partie de la vidéo avec Rodolphe Hurlot. Donc j'avais déjà présenté dans la première vidéo. Rapidement, Rodolphe, rappelle-nous quelles sont tes fonctions, ton travail, voilà, pourquoi Alors je mes t'ai invité. fonctions, c'est d'éradiquer le TOC, directement. Non, je suis psychopraticien et sophrologue, donc, et je me suis spécialisé dans le traitement des ruminations du TOC, du ROCD, du fameux TOC sur le couple. Euh, voilà, et puis là, tu as quelqu'un Oui, essaie de te qui joindre. m'écrit, ouais, justement, sur le TOC. C'est un peu TOC en Salut. plus. Ça va bien. Et donc voilà, et je l'ai vécu moi-même, donc voilà, c'est un truc que je connais très bien, et puis j'ai de plus en plus de patients par rapport à ça. Donc voilà, Voilà. après je peux reparler de ma formation, mais je pense que Non, mais on va en reparler après du coup de ce que tu proposes et tout. Et c'était juste pour ceux qui n'ont pas visionné la première vidéo qui arrive directement sur. Parce que là, c'est une vidéo en fait qu'on va faire pour parler des méthodes techniques qui permettent d'adoucir le TOC, qui permettent de parler d'une rémission ou de guérison. On va en parler tout à l'heure, de la différence entre ces deux mots. Et voilà. Et voilà, des outils pratiques. On va parler de ça dans cette vidéo-là. Donc je représente Rodolphe. Et on mettra en bas de la vidéo aussi le lien pour le contacter si des personnes veulent travailler avec lui. Et il faut pas, ne vous l'aurez pas, on n'est pas à New York. Voilà, ça c'est pour faire genre. À Paris. Voilà. Donc voilà le but de cette vidéo. Donc on va refaire j'arrive plus à parler. Au bout de 2 vidéos, c'est compliqué. On va refaire un processus d'interview. Donc du coup, je vais poser quelques petites questions. Processus d'interview. Processus, c'est pas ça en fait le mot. Un mais petit pas processus d'interview, vas-y, on y va. Donc, ton parcours, on en a déjà parlé. Donc, selon toi, voilà, par rapport au TOC, il y a beaucoup de gens qui me demandent quelles sont les thérapies efficaces. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, parce que moi, donc, je ne suis pas thérapeute. J'ai juste eu l'expérience du TOC. Et en plus, je ne suis pas passée par de nombreuses thérapies. J'ai juste fait 1 an et demi de psychanalyse, qui, pour le TOC, ne m'ont pas aidée. Voilà, et donc quand les gens me demandent quelle thérapie serait la meilleure, je ne sais pas du tout quoi lui répondre parce que j'ai pas expérimenté. Donc voilà, quelles sont selon toi Alors, les meilleures thérapies? c'est peut-être la meilleure question que tu aies posée depuis le début. Non, tu as posé des super questions, mais celle-là, elle est très importante. En fait, là, on va dire que la thérapie qui a prouvé son efficacité, on va dire empiriquement, c'est la TCC, la thérapie cognitive et comportementale. C'est la seule. Voilà. Après, il y a la thérapie d'acceptation et d'engagement qui est une continuité de la TCC. Donc finalement, c'est à peu près, on est dans le même registre, même si on ne travaille pas sur les mêmes choses. Mais voilà, c'est la thérapie qui a vraiment prouvé une efficacité. Donc la thérapie cognitive, comportementale, thérapie d'acceptation et d'engagement. Et au niveau médicamenteux, les sérotoninergiques, les fameux. Donc ce sont des antidépresseurs sérotoninergiques. On les appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Parce qu'on a remarqué, c'est pas moi qui ai remarqué, mais les chercheurs ont constaté en fait qu'il y avait un déficit en sérotonine chez la plupart des gens qui souffraient de TOC. Et ils se sont rendus compte, je crois que c'est dans les années 90, que par exemple le Prozac, ça a été un des premiers sérotoninergiques, que finalement ça fonctionnait aussi pour le TOC, ça a aidé en fait. Voilà. Alors ça, on parle pas de guérison, mais on parle de béquilles, béquilles chimiques qui permettent aussi parfois d'émerger la tête de l'eau parce que c'est compliqué tout ça. Donc c'est les 2 axes, et après quand les gens demandent hypnothérapie, MDR, on demande souvent EFT, tout ça, est-ce que du coup c'est... Alors l'EFT, alors déjà on va faire dans l'ordre. Oui. L'EFT c'est intéressant, mais dites-vous que les tapotements ne vous permettront jamais de sortir du TOC, ça c'est pas possible. Ou alors il faudra vraiment me le prouver. Venez tapoter éventuellement pour... Mais voilà, l'EFT c'est une thérapie qui est intéressante pour gérer l'angoisse, le stress, etc. Moi j'ai été initié, pas formé, je suis pas du tout spécialiste, mais elle n'a prouvé aucune efficacité, et pour l'avoir essayé moi-même, ça permet de se détendre, effectivement c'est intéressant, mais ça ne fonctionne pas pour le TOC. Après l'hypnose, alors il y a les différents types d'hypnose. Moi je pratique l'hypnose ericksonienne, donc une hypnose assez souple. Ça ne fonctionne pas non plus, ça n'a prouvé aucune efficacité, on va dire, par rapport au TOC. Après, ça peut être un outil intéressant qu'on peut développer par rapport à des traumas qu'on a pu avoir, pour aller chercher un petit peu dans l'inconscient. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais on va dire que ce n'est pas la thérapie de référence. Voilà. Ensuite, le MDR dont tu parles, moi je suis thérapeute aussi en EMDR, donc je connais bien. Il
une technique qui a été inventée par Shapiro aux États-Unis, qui fonctionne très bien pour les traumas. Voilà, donc tout ce qui est stress post-traumatique, etc., c'est vrai que ça fonctionne très bien. Il n'y a eu aucune preuve d'efficacité non plus par rapport au TOC. Ouais, okay. Et moi, honnêtement, je m'en sers jamais pour quelqu'un qui a un trouble obsessionnel compulsif. Sauf s'il y a eu effectivement un traumatisme dans l'enfance ou un traumatisme connu. Voilà. Mais je m'en sers pas. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, on va dire que TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, ACT, donc thérapie d'acceptation et d'engagement. Et pour les TOC sévères, l'association avec les médicaments, évidemment. Okay. Et je reviens un petit peu aussi par rapport aux choses parce qu'on en parlait aussi hors vidéo, de tout ce qui est psychanalyse et psychothérapie. Ouais. Du coup, tu ne le conseillerais pas, peut-être, parce qu'on n'en a pas forcément parlé. Alors, la psychanalyse, non, je ne la conseille pas du tout. J'ai beaucoup de patients qui reviennent du psychanalyse ou de thérapie d'inspiration analytique et qui reviennent finalement beaucoup plus affligés qu'ils l'étaient. Pourquoi ? Parce que pour moi, la psychanalyse reste une philosophie. Elle n'a pas vraiment d'intention thérapeutique pour moi. Les thérapies d'inspiration analytique ont une prétention supérieure, mais ne fonctionnent pas non plus concernant le TOC. Je le dis, je prends un risque, hein. Mais je le dis parce que je l'ai vécu. Et après, moi aussi, je le dis aussi parce que j'ai des patients qui l'ont vécu, et ça n'a prouvé absolument aucune efficacité. Voilà. Maintenant, si vous voulez apprendre sur vous-même et développer certains outils, oui, voilà, ça aidera pour d'autres choses. Voilà, aider à cheminer, tout ça, en termes de philosophie, on va dire que la psychanalyse, c'est très intéressant. Mais pour une vocation thérapeutique, non, je dirais vraiment non. Ok. Voilà. Mais c'est mon avis. Hein. Voilà. Bon, bah du coup, c'est axé sur la TCC, on va voir aussi qu'est-ce que c'est la TCC et pourquoi l'appliquer en cas de TOC. Et qu'est-ce que c'est, voilà. Alors, la TCC, il y a les deux pans, hein, comme on s'en doute, il y a la thérapie cognitive et il y a la thérapie comportementale, qu'on associe en fait. Alors en France, par exemple, pour les ROCD, on a tendance à rencontrer quasiment que des cognitivistes, c'est-à-dire des gens qui ne vont travailler que dans le cadre de la cognitive et qui font abstraction de la comportementale, dans la mesure où les ruminations qu'ont les gens qui ont un ROCD ne sont pas considérées comme des compulsions par ces thérapeutes. Je ne sais pas si je suis très clair, je vais peut-être un peu loin. Ce que je veux dire, c'est que c'est un trouble obsessionnel compulsif qui est vraiment invisible, le ROCD. Et du coup, c'est pas comme les gens qui vérifient 10 000 fois, ou qui vont amasser, ou qui vont se laver les mains de peur d'attraper un microbe, etc. Là, c'est des ruminations, donc c'est invisible. Et donc pour c'est dur à vérifier, à quantifier. Ouais, et puis surtout, c'est surtout pas visible. Et donc en fait, pour la plupart des thérapeutes, ils restent cognitivistes, c'est-à-dire qu'ils vont pas demander à la personne de s'exposer et d'empêcher la rumination. Comme ils le feraient, par exemple, pour les gens qui se lavent les mains. Où ils vont leur apprendre petit à petit à ne plus se laver les mains. Okay. Ce côté invisible, en fait, dessert la cause vraiment du ROCD. Et c'est aussi pour ça que j'interviens, c'est que c'est une maladie qui est très peu connue en France, enfin un trouble qui est très, très peu connu en France. Alors que à la limite, les phobies d'impulsion sont plus connues. Les phobies d'impulsion sont plus connues, ouais, c'est vrai. Et ça reste, les phobies d'impulsion restent, là il y a un petit mouvement de caméra. Un petit coup là. Et il y a un petit vent contraire. Mais la phobie d'impulsion reste un trouble obsessionnel compulsif aussi, donc il faut le savoir. Mais c'est vrai qu'elles sont plus connues, parce que peut-être plus je sais pas, peut-être pas visible, je dirais, mais plus quantifiable, on va dire. Voilà, je sais pas. Avoir peur de tuer, avoir peur de casser, avoir peur de hurler. Que plus de personnes en ont parlé déjà, et qu'il y a eu plus de cas aussi, et que il y a eu aussi pas mal de cas. On dit que c'est plus du doute. Enfin, il y a toujours eu les personnes qui se sont dit et puis être rationnel par rapport au couple, peut-être de se dire c'est normal d'avoir des doutes, c'est peut-être moins quelque chose de fort, alors que se défenestrer ou tuer quelqu'un, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un problème, alors que se dire j'aime moins la personne, je sais pas si je l'aime, c'est quelque chose de moins fort, donc du coup peut-être c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que c'est une question d'intensité. La phobie d'impulsion, ça parle facilement. Voilà, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et puis au niveau du ROCD, il faut aussi dire qu'il y a quand même tout un côté tabou autour de ça, parce que la personne n'ose pas en parler, a peur aussi d'être folle, a peur d'en parler à son conjoint, et c'est normal de peur d'amenuiser les sentiments du conjoint. Tout ça, c'est légitime. Mais moi, je vous conseille tous, voilà, n'hésitez pas à en parler et allez vous faire traiter, et surtout peut-être même amener votre conjoint sur des sites d'information. Parce que le conjoint, c'est très compliqué pour lui au début de le comprendre, mais si il est bien avec vous, s'il est heureux avec vous, il va aller faire la démarche d'eux, et puis il va aller s'informer. Donc les sites d'information sont aussi très intéressants. C'est vrai, avec son conjoint, et puis après en parler finalement aux personnes quand même compétentes, parce que moi j'aurais quand même pas mal parlé autour de moi. Toi, t'en as parlé aussi dans ta vidéo. Ouais.
Et c'était intéressant, c'est ce qui m'a fait aussi... Oui, sur le conjoint, sur l'importance de important. sa compréhension, bien sûr. Mais par contre, faire attention à qui on parle aussi, parce que quand on parle souvent à ses amis, à ses collègues, voilà. bon, on en reparlera après dans les choses à faire, à ne pas faire, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que... Et surtout ne pas impliquer non plus son petit ami ou sa petite amie dans la réassurance, c'est-à-dire ne pas ruminer avec lui ou avec elle, parce que là, on rentre dans une sorte de couple thérapeutique, on va dire, ou couple pathologique, plutôt. Et là, ça devient très très compliqué et ça risque d'exploser au niveau du couple. Voilà. Donc, la juste mesure entre... Il y a une juste mesure, voilà. C'est ça qui est compliqué. Entre l'écoute et la compréhension et ne pas être le thérapeute de l'autre. Surtout pas prendre la place du thérapeute et savoir aussi en tant que toqué, on va dire, ou en proie au ROCD, savoir aussi ménager son ami. Parce que vu qu'il y a de la culpabilité, la personne a tendance à tout dire aussi parfois. Alors il y a le tabou, mais il y a aussi le contraire. Il y a des gens en fait qui vont tout dire, tout déballer. C'est ce que moi je faisais. Voilà. Je t'aime pas, là je t'aime pas. Bon, mais en fait, la personne pète un plomb aussi. Tu le faisais par culpabilité. Oui. Tu te disais, il faut que je sois transparent. Exactement. Et le problème, c'est que ce faisant, lui, même s'il n'a pas ce trouble-là, c'est compliqué. Il a plus de coups à chaque fois. Il a plus de coups et puis il se dit, mince, je suis un peu sur la sellette à chaque fois. Voilà. Donc c'est compliqué, comme tu dis, effectivement, il faut trouver vraiment un juste milieu. Et là, on est encore dérivé, en fait, parce que du coup, la TCC, du coup, donc c'était thérapie. La TCC. Alors, thérapie, t'as raison, je suis complètement... Non, mais en plus, c'est moi qui t'ai réorienté. Il faut pas, tu sais bien déjà que je fais tout ça. Thérapie cognitive et comportementale. Donc la thérapie cognitive, pour essayer de schématiser, c'est tout ce qui est traitement de l'information. La cognition, c'est le traitement de l'information. Donc concrètement, dans le ROCD, ça va être comment fonctionne une pensée. Et on se rend compte qu'elle fonctionne souvent de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une pensée intrusive, une pensée automatique et une pensée neutralisante. Ça, je ne sais pas si on en avait parlé. On en a parlé tout à l'heure. On en avait parlé tout à l'heure. Donc je ne vais pas approfondir, mais c'est toute la gestion en fait on va dire comment fonctionne une émotion, comment fonctionne une pensée, et tous les schémas de responsabilité et de culpabilité qui sont derrière. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'encore une fois que les gens en proie au TOC ont une culpabilité vraiment très, très puissante. Et que c'est le moteur, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est vraiment le moteur du TOC. Du coup, en cognitive, on va essayer d'assouplir certains schémas de responsabilité et de rigidité. Et aussi des schémas de responsabilité qui ne sont pas toujours vrais. Le but n'est pas de changer les gens, on n'est personne pour changer les gens. Le but, c'est d'assouplir en fait certains schémas pour ensuite pouvoir s'exposer. Et c'est là où on arrive à la thérapie comportementale pure, où là, en fait, on s'expose à ses peurs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la prévention, la réponse avec prévention de la réponse ritualisée. Alors, c'est un mot un peu compliqué qui finalement veut dire qu'il faut s'exposer à ses peurs graduellement. Donc ne pas ruminer, apprendre à ne pas ruminer graduellement en fait, apprendre à ne pas aller sur les forums pour se rassurer, apprendre à faire tout ça mais graduellement parce que sinon on se sensibilise. Comme je te disais tout à l'heure, si on met quelqu'un qui a une phobie des lions et qu'on le met dans une cage avec des lions et qu'on le force, il va le faire. Sauf qu'il plus jamais il pourra avoir un lion à la télé. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Il aurait fallu l'amener graduellement à avoir un lion avec sa main. C'est ça, mettre sa main, éviter de mettre sa main, mais voilà. Au niveau de la phobie de l'avion, c'est pareil, c'est comme si on liait quelqu'un et qu'on envoyait je sais pas, en Inde, il va le faire, il n'a pas le choix, mais il ne prendra plus jamais l'avion de sa vie, c'est sûr. Donc il faut vraiment le faire graduellement, petit à petit, et ça c'est l'exposition avec prévention de la réponse ritualisée, c'est le grand principe de la comportementale. Et ça on le fait avec... c'est quelque chose de vraiment travaillé, on part d'échelle de 0 à 10, 10 étant l'angoisse la plus forte. Voilà. Donc le but pour le ROCD en comportemental, c'est la finalité en fait, c'est de s'interdire à un moment donné, même si le mot est un peu fort, il ne faut pas ruminer. Voilà. Arrêter de ruminer, de se rassurer. C'est-à-dire voir la pensée passer, mais ne plus la prendre comme ça. Exactement. C'est se l'approprier et la faire grossir en fait. Exactement. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Alors le lâcher prise, tout le monde en parle actuellement. C'est je vais lâcher prise sur ci, sur ça, voilà. Mais la vérité, c'est que c'est un outil qui est très compliqué à mettre en place. Qu'est-ce que c'est vraiment le lâcher prise, comme le stop pensée d'ailleurs. C'est très compliqué à mettre en place. Mais ce que ça signifie, c'est... Ne pense pas à ça, justement, tu y penses. Voilà. C'est le principe de l'éléphant rose dont tout le monde parle. C'est ça, ou de l'ours blanc de Potro. Ne pense pas l'ours blanc, ne pense pas, et donc tu vois l'ours blanc partout. D'où le fait graduel. C'est ça. Mais après, l'exposition doit se faire au niveau des ruminations, pas au niveau des pensées intrusives. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as une pensée, par exemple, si ça se trouve, je ne l'aime plus, il ne faut pas y répondre. Oui, voilà, il ne faut pas se dire ne pas y penser.
Bah, c'est parce pas que ça. justement, Il ça faut alimente. accepter l'idée, C'est ça. la pensée, il faut accepter qu'elle rentre en toi, mais par contre, il ne faut pas l'entretenir. Mm. Par contre, la pensée intrusive, encore une fois, tout le monde en a, donc ça serait un petit peu, comment dire, bête d'essayer de la stopper, Oui, puisque tout c'est le ça. monde en a. Et en plus, ce sera encore Voilà. pire parce que. Donc c'est vraiment basé sur de l'exposition. Alors là, j'insiste, par contre, pour vous, c'est que c'est vraiment une thérapie active. Donc on n'est pas en psychanalyse, on n'est pas en thérapie d'inspiration analytique, ni en thérapie systémique. Là, on est vraiment dans une thérapie où moi, en tant que thérapeute, je parle de moi parce que voilà, c'est plus facile. En fait, je vais donner des exercices à faire. La personne est vraiment active. Encore une fois, moi, je suis une boîte à outils. Je propose des outils. Et en fait, celui qui fait le travail, le vrai thérapeute, c'est le patient. Finalement. Ouais, bien sûr. Voilà, moi, après, évidemment, je suis là pour orienter, pour C'est donner des prétentieux outils. de dire je vais vous guérir, je vais vous soigner. Alors voilà, bah justement, on va arriver à la guérison. Ouais, parce que c'est vrai que moi j'emploie toujours ce terme d'ailleurs, parce que du coup, ouais. souvent, et que toi, ouais, moi je l'emploie jamais. Tu fais une distinction entre guérison et rémission. Ouais, on une va énorme voir ça juste après. différence. Du coup, juste avant, donc comment se passe concrètement une séance avec toi? Moi, je me demandais, tu as plus ou moins répondu en fait, donc c'est sous forme d'exercice. Alors, déjà au début, il y a une alliance. Pas une séance, mais une. Si, c'est une séance. Oui, une séance ou un accompagnement avec toi en fait, comment ça se déroule? Déjà, je travaille souvent par Skype ou par Messenger parce que j'ai des patients qui sont d'un petit peu partout là, en ce moment. Et sinon, on fait ça en présentiel déjà, donc voilà, c'est une thérapie classique. Alors, ça dure 1h30 en général, je prends 1h30. Et en fait, on va travailler tant sur le plan cognitif que sur le plan comportemental, que sur le plan aussi, et c'est là où je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, de l'acceptation et de l'engagement. Oui. Pourquoi? Parce que je vais demander à la personne en fait de réaliser un travail sur elle-même, de s'exposer à ses peurs, mais il faut qu'elle soit évidemment dans l'acceptation et il faut qu'elle s'engage aussi. Alors, l'engagement, évidemment, je ne vais pas être derrière en train de lui dire non, il faut faire thérapie finalement. Oui, mais sauf que là vraiment on insiste sur l'engagement symbolique et en fait la personne se sent beaucoup plus investie aussi. Après il y a tout un travail aussi, j'ai oublié, ça c'est important quand même au niveau de la thérapie d'acceptation et d'engagement, il y a tout un travail sur des métaphores aussi. Au niveau des pensées. Par exemple, je prends souvent l'exemple du château fort. Alors, c'est un peu bizarre, mais ça fait un peu Game of Thrones. Mais en fait, imaginez une sorte de château fort. Vous êtes plusieurs en train de défendre le château fort. Bon, ça parlera peut-être plus aux adolescents, mais c'est pas grave. Et imaginez un assaillant qui arrive. Bon, il veut essayer de me rentrer dans le château. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Les gens dans le château vont lui dire écoute, tu rentres chez toi, tu es tout seul, on va pas te laisser rentrer, t'as pas la force pour. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir avec ses copains, ils vont être 2, 3, 10, 100, 1000. Au bout d'un moment, ils vont réussir à rentrer et ils vont réussir à assiéger la forteresse. Okay. Alors, cette métaphore, c'est quoi? C'est une métaphore évidemment enfantine, mais elle a l'avantage d'être simple. Et c'est ce qu'on utilise dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et en fait, ça prouve, c'est le prolongement du TOC en fait. C'est-à-dire que le TOC, il faut accepter la pensée intrusive, parce que si on ne l'accepte pas, ce qui va se passer, c'est que ça va se multiplier. On va en avoir 10, et 50, et ça va revenir, et machin. Donc autant accepter en fait qu'une personne rentre dans la forteresse et qu'elle ressent, plutôt que d'attendre qu'ils soient 1000 et qu'ils investissent en fait avec une explosion d'anxiété au niveau du TOC. Voilà. Bon, c'est une métaphore qui est un peu peut-être un peu simpliste, mais c'est ce qu'on utilise, ce qu'on emploie beaucoup dans la thérapie d'acceptation et d'engagement aussi, pour que les personnes comprennent assez facilement comment fonctionnent aussi les pensées intrusives et les obsessions. Voilà, je me suis un peu égaré encore. C'est justement hyper intéressant de voir comment ça se déroule. Par rapport après à comment je le déroulais d'une séance, donc c'est 1h30, on travaille sur l'aspect cognitif, l'aspect comportemental, sur l'acceptation, l'engagement, et aussi de la méditation, parce que c'est un outil que j'emploie régulièrement. Je suis sophrologue en plus à côté, donc la méditation en pleine conscience permet vraiment à la personne qui a un TOC de type même érocidie, surtout érocidie, de fluidifier un peu plus ses pensées. C'est ça, de se calmer pour entendre aussi ton message, pour entendre... et puis renouer avec moi j'appelle ça l'intime conviction, ça fait un peu juridique, mais renouer vraiment avec ses sentiments et renouer avec soi-même tout simplement. Et aussi avoir une sorte de fluidité au niveau des pensées. Oui, voir ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas, laisser glisser. Ouais, c'est ça, laisser glisser, exactement. Lâcher prise, c'est vraiment laisser glisser. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure avec la bande passante. Beaucoup de mails. D'accord. Donc ce que je disais avec la bande passante, c'est que il faut laisser passer les pensées, quoi. C'est comme une passoire, il faut laisser passer les pensées. Si on les bloque, il y a un effet de focalisation et ça grossit. Donc voilà, sinon... Accueillir
Accueillir. Accueillir, exactement. Le pouvoir de l'accueil. Même si c'est compliqué, ouais, le pouvoir de l'accueil, même si c'est compliqué, parce que c'est accueillir un autre indésirable. Mais il faut le faire, il faut vraiment accepter d'avoir ces pensées-là. Voilà, donc tout ce travail-là, c'est ce qu'on fait en séance. Et puis après, il y a tout un travail aussi sur l'histoire du sujet, parce que c'est quand même important, malgré tout, le passé est quand même important. Même si on ne part pas dans l'analyse, il faut connaître un petit peu l'histoire du patient. Le terrain. Encore le terrain. On va en faire, là, c'est une métaphore, là, ça va devenir une philosophie. La philosophie d'Agathe. Le terrain. Le terreau. Problème avec le terreau. Retour à la terre. Retour à la terre. Ça. Mais c'est ça, c'est essayer de s'ancrer en fait. Et essayer aussi, donc pour finir, de s'ancrer dans le moment présent. Parce que le problème en fait des gens qui ont ce type de trouble, c'est qu'ils ne sont jamais dans le présent. Ils sont soit dans le passé parce qu'ils ruminent, soit dans la futurisation, dans la projection anxieuse. Voilà. Ou l'anticipation anxieuse. Ce qui était ton cas. Oui, complètement. Pas du tout dans le passé, moi, mais vraiment dans le futur. Des choses qui se passeront jamais et que. C'est ça. Et du coup, tu perds un temps fou et une énergie folle. Exactement. Et finalement, alors moi je prends aussi cette métaphore du château de cartes, où en fait la rumination c'est ça. C'est en fait t'édifies une sorte de château de cartes comme ça, mais au bout d'un moment, ça s'écroule. Et tu sais même plus où tu as posé les premières cartes en fait. C'est ça la rumination. C'est tu pars d'un sujet, et puis ça enfle, ça gonfle. C'est ça. Au final, tu sais plus ce que tu voulais dire, et l'angoisse se crée en plus. Quoi. Et voilà, j'essaie aussi de dissocier vraiment émotion et esprit analytique. Ça, c'est très important dans la thérapie. C'est-à-dire que les gens ont tendance à croire, quand ils ont un TOC, qu'ils peuvent le résoudre de façon intellectuelle. Alors que c'est impossible. Couper le mental. Ce que je prends comme comparaison, c'est encore une comparaison peut-être un peu bébête, mais c'est quelqu'un qui crie dans la rue, qui est en colère ou qui est bourré. Si vous allez le voir et que vous lui dites bon, calme-toi, calme-toi, tout va bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire non, mais voilà, ça va partir en vrille. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est dans une émotion, il est à chaud. Voilà. Et ben, en fait, il faut vous dire que pour nous tous d'ailleurs, essayer de raisonner à chaud, c'est quasiment impossible. Oui, complètement. J'avais vu ça d'ailleurs dans la méthode Tipeee, je ne sais pas si tu connais. Non, je connais. On avait je connais ça, Tipeee pour gagner de l'argent, mais Tipeee. Une méthode assez thérapeutique. Et il nous disait, n'essayez pas de faire cette méthode-là en fait, si l'émotion est trop forte, parce que c'est un travail en fait, sur les émotions. Et que c'est impossible parce que la personne elle bloque en fait. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est peut-être possible, il y a peut-être des cerveaux supérieurs, j'en sais rien. Sûrement. Mais en tout cas, pour nous, dans la moyenne, on va dire que c'est impossible. Quoi. Et donc, essayer en fait, d'analyser une émotion à chaud, donc une rumination, une pensée intrusive à chaud, est-ce que j'aime mon petit copain, est-ce que je l'aime pas, je me prends la tête, j'essaie de me prouver par A plus B, ça ne fonctionnera jamais. Ça va fonctionner peut-être un moment, et après le doute va s'immiscer. Oui, tu m'avais parlé de ça. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais ça me revient que tu m'avais parlé de ça au téléphone, de faire attention à travailler en fait en phase ou en phase haute. Pardon, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit là. Il y a plein de distractions. Voilà, il y a justement mon copain qui rentre. Voilà. C'est New York. Et oui, qu'il fallait travailler en phase haute et pas en phase négative, parce qu'en phase de rumination, en fait, ça donnait rien du tout. Donc, en fait, il faut travailler. Il faut travailler sur les deux, alors les phases basses comme les phases hautes, parce qu'en phase basse c'est important aussi de travailler puisque on est en pleine angoisse. Mais en phase haute c'est important de le faire parce que j'ai beaucoup de patients en fait qui quand ils sont en phase haute se pensent guéris ou en rémission, alors qu'en fait c'est là où il faut travailler plus selon moi. Comme ça on arrive à une sorte d'équilibre. Parce que basse c'est tellement angoissé. C'est tellement angoissant que c'est compliqué. Et voilà. Et puis surtout, il n'y aura plus de phase haute et de phase basse à un certain niveau. Il y a une sorte d'équilibre qui se crée en fait, à force de travailler en comportemental. Donc oui, travailler en phase haute est beaucoup plus. Enfin, les deux sont importants. Mais on a tendance à se dire, oh, je suis en phase haute. Tout va bien. C'est ça. Voilà. Ok. Donc, non, tu as répondu à ma question. Combien de temps juste ça dure à peu près une TCC? Alors, on appelle ça des thérapies brèves, mais c'est pas si bref que ça. Ça dépend des gens. J'ai des patients, ça peut être 3-4 mois, d'autres 6 mois. On va dire qu'en moyenne, 1 an parfois aussi. 1 an et demi. En moyenne, c'est 6 mois pour moi. Voilà. Mais, après, ça dépend vraiment des gens. Alors, du coup, la deuxième. Tu associes ça aussi peut-être pour certains cas à une prise de médicaments? Donc, alors, en fait, parallèle à la TCC. Ouais, en fait, il faut savoir que ce qui a été prouvé, c'est que ce qui fonctionne le mieux, c'est la thérapie cognitive et comportementale, comme on l'a dit, associée en fait à des sérotoninergiques, donc des antidépresseurs sérotoninergiques, comme par exemple la fluoxétine, la paroxétine, l'effexor,
toutes ces molécules qui sont des antidépresseurs à l'origine, mais qui sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et en fait, l'alliance de ces médicaments-là avec la TCC permet vraiment d'avoir les meilleurs résultats. Voilà. Okay. Ça a été prouvé. Après... Tu voulais me parler de posologie et tout d'ailleurs? Ouais, alors la posologie, c'est bon. Moi, je suis pas médecin, donc je me permets pas trop de partir là-dessus, mais c'est vrai que souvent la posologie est supérieure à des états dépressifs. Quelqu'un qui a une dépression, en fait, va prendre une certaine posologie, par exemple de fluoxétine à 20 mg, et en fait, dans le cadre du TOC, souvent, on double la posologie. Donc ça, c'est important aussi que les médecins généralistes le sachent, parce qu'ils peuvent pas tout savoir. Ce sont des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais qui ne connaissent pas toujours tout. Donc c'est important de dire aussi que la posologie n'est pas la même dans le cadre du TOC que dans le cadre d'une dépression en général. Ok. Voilà. C'était juste ça. Et certains peuvent aussi s'en sortir sans médicaments. Enfin, du coup, ça a été Alors, mon cas. Oui, mais parce que toi, tu es très forte, Agathe. Tu es une américaine. Exactement. Mais non, mais voilà. Non, après, mais voilà, comme on disait, moi j'ai mis du temps, mais... Mais après à partir du moment où on peut se passer évidemment de médicaments, bah autant le faire. Ça sert à rien parce qu'il y a des effets secondaires. C'est juste la thérapie par exemple, et après se... Alors ça dépend, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il y a des gens qui sont tellement anxieux que finalement, moi je ne peux pas les amener dans une exposition sans traitement médicamenteux au préalable. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont trop anxieux. D'autres qui peuvent le faire. Voilà. Après, il n'y a pas que les médicaments, il peut y avoir aussi la méditation qui peut aider, le sport, qui a été prouvé aussi, qui joue énormément au niveau de l'anxiété. Voilà, donc après, c'est chacun fait un petit peu son cheminement. Moi, après, je donne l'idéal. Enfin, pas l'idéal, mais ce qui a été prouvé comme étant vraiment Et après, on a ses propres béquilles, voilà, comme tu dis, le sport, voilà, retour à la nature, la méditation, les choses qu'on aime, en fait, finalement, les choses... Enfin, j'en avais parlé ça dans une vidéo, d'ailleurs. Retournez vraiment, quand vous ruminez, toujours aux choses que vous aimez, vos premiers amours, danser, enfin, la nature, peu importe, en fait, qui vous permet d'évacuer et du coup de moins avoir de prise avec ces pensées-là. Oui, et puis le fait d'avoir des passions permet aussi un petit peu de s'oxygéner, etc. Donc c'est important aussi parce que la personne qui est en pro-hérocidie est toujours en train de ruminer, toujours en train de culpabiliser. Donc à un moment donné, le sport permet aussi un petit peu de s'échapper de ça. Enfin, de s'échapper dans le bon sens, on va dire. Et on est encore parti sur la question d'après. C'est parce que j'anticipe. Voilà, exactement. Mal peut-être. Du coup, j'avais une question aussi par rapport à ce qu'on appelle la guérison. Qu'est-ce que tu as... Alors oui, ça c'est tout le monde dit guérison. Voilà. Après, toi, justement, tu amènes à pas employer le même mot, en fait. Pour moi, il n'y a pas de guérison en psychologie, réellement. Enfin, en tout cas, dans la plupart des cas en psychologie, il n'y a pas de guérison. Pourquoi ? Parce que pour moi, une guérison, c'est un état, retour à un état originel. Par exemple, quand on a une grippe, quand on a une angine, quelques semaines après, on revient à l'état dans lequel on était avant la grippe ou avant l'angine. Au niveau du trouble obsessionnel compulsif, pour moi, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on se construit avec, parce qu'on garde une certaine sensibilité, en fait. Et il faut apprendre à vivre aussi avec les pensées intrusives. Donc, on ne revient pas à une sorte d'état d'origine comme une... En tout cas, pour ma part, oui, c'est le cas, et pour beaucoup, c'est le cas. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, sauf que... Alors, c'est sûr que ça peut décevoir un peu, parce qu'on se dit, oui, mais donc, il n'y a pas de guérison. C'est pas ça, c'est simplement que c'est une rémission totale. Dans le sens où, en fait, on garde une certaine sensibilité, mais que ça ne nous empêche pas d'avancer et d'être heureux. Moi, je prends souvent l'exemple que je t'avais dit, de la migraine, où en fait, il y a des gens ou même les acouphènes, des gens finalement qui ont des migraines énormes, qui se tapent la tête contre les murs, qui ont besoin de se mettre dans le noir pour s'apaiser. Et finalement, au terme d'une thérapie mais médicamenteuse, ne ressentent plus que des petites piqûres et arrivent à vivre avec. Le TOC, c'est un peu la même chose. Il faut accepter d'avoir des pensées négatives, intrusives. Il faut être un peu souple envers soi-même aussi et accepter d'avoir une certaine sensibilité parce que... En fait, c'est plutôt comment apprendre à le gérer et à ne plus être embêté par le TOC et à vivre sereinement avec. Ouais, c'est ça. Après, peut-être qu'un jour, il y aura une guérison totale, on va dire. Peut-être, certainement. Tant mieux pour les futures générations. Aujourd'hui, on peut pas parler... partir de là, aujourd'hui, on peut parler vraiment de guérison. Mais il y en a qui parlent de guérison. Pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Il vaut mieux partir de là, d'ailleurs, parce qu'on est content de notre cheminement. Et puis, au bout d'un moment, de toute façon, comme ça ne nous dérange plus vraiment, même si on voit passer les pensées... Oui, et puis en tant que thérapeute, c'est transparent de dire ça. Je pourrais dire, vous allez guérir dans 6 mois. Mais non, déjà, ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. Donc voilà, après... Non, je parlerai vraiment de rémission, totale. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais chacun son chemin, en fait, son cheminement.
Et toi, bah, tu es en rémission aussi. Donc, Ouais, voilà. complètement. Est-ce Pas total. est-ce qu'on peut dire total? Non, on va pas dire total. Pas total pour En l'instant. rémission, donc, ça me gêne plus. On va dire que j'ai plus de phase anxieuse, de perte de contrôle, de panique, de tous ces troubles associés en fait. Mais ça m'arrive encore d'avoir des pensées et de focaliser encore un petit peu sur la pensée. Un petit peu plus que je pense toi. mais, Je la vois passer et puis certaines fois, il y a aussi des fois quand on est fatigué, quand Oui, on a d'autres choses tout à aussi fait. à côté, Ouais. d'autres préoccupations. Il y a préoccupations, beaucoup de ouais. gens aussi, d'ailleurs, le TOC se réactive à chaque fois quand ils ont un problème d'anxiété. Enfin, moi j'ai déjà des gens qui passent leur bac ou des examens et ils me disent toujours ah bah là ça augmente parce que justement je suis Oui. dans une phase anxieuse Oui. ou alors la perte d'un proche ou des choses comme ça. Bien sûr. Comme on disait tout à l'heure, on garde un terrain sensible. Ouais. Et c'est pour ça que je parle de troubles émotionnels. C'est-à-dire que quand l'émotion est négative, souvent le TOC a tendance à revenir. Il y a un truc que j'avais oublié quand même qui est important d'aborder, c'est la rechute. Parce que souvent j'entends ah oui mais je rechute, ça marche pas, j'ai fait de la comportementale mais ça rechute. En fait il faut savoir que la rechute fait partie vraiment du processus de rémission. On ne peut pas, c'est comme quand on fait du vélo quoi. Sûrement on est obligé de tomber un petit peu, même si on a des roulettes au début, mais on est obligé de tomber un petit peu pour savoir vraiment faire du vélo. Ben, la comportementale c'est un peu pareil. Il faut apprendre aussi à rechuter, et la rechute n'est pas nécessairement une régression. Non. C'est souvent plutôt un cheminement. Encore, c'est plutôt, voilà, essayer vraiment d'affiner les choses. Et ça fait partie je dirais même d'une progression très souvent. Par contre, comme tu dis, évidemment, le décès d'un proche, des examens, des choses qui sont émotionnellement intenses, évidemment, évidemment le TOC va. Et il faut là, aussi, il s'immisce quoi. Ouais, c'est là où il faut aussi, au niveau de la rémission, c'est pour ça que je parle de rémission aussi. C'est qu'il faut aussi être souple envers soi-même et se dire bon bah voilà j'ai le droit aussi d'avoir un petit peu de souffrance, c'est pas pour ça que c'est grave. C'est comme ça que je le prends aussi maintenant. Voilà. Du coup être léger avec soi. Ouais c'est ça, être un peu plus souple avec soi-même parce que souvent on puis a un ça petit peu passe trop plus rigide. vite du coup. Ça passe plus vite. Ça passe du coup. Puis ça va avec la thérapie d'acceptation aussi. C'est accepter aussi d'avoir un petit peu. Complètement. Un petit peu de mal-être, quoi, voilà. D'ailleurs, ça rejoint encore la question d'après, qui était quels sont, tout le temps, on a toujours un train d'avance. Quels sont en fait, quels seraient les outils, donc à côté de la TCC et des médicaments, est-ce que tu proposes, quels seraient les autres outils qui, selon toi, sont efficaces dans le processus de guérison? Bon, on en a un peu parlé déjà. On a un petit peu parlé. Je dirais la méditation en pleine conscience est un outil alors qui est à la mode, mais c'est pas grave. Il y a des choses qui sont bien à la mode. Et ça fonctionne plutôt bien dans la mesure où ça permet de rendre, comme j'ai dit tout à l'heure, fluidifier les pensées. Ça permet aussi de s'ancrer dans le moment présent, chose que j'ai dit tout à l'heure, les Tokiens ont du mal vraiment à se mettre dans l'instant présent. Ils sont dans le passé ou le futur. Et surtout, ça permet au cerveau de s'habituer à cette fluidité de pensée. Souvent, ce que je fais, moi, c'est un arbre avec des feuilles, et chaque pensée est symbolisée par une feuille qui tombe. Ce qui fait qu'en fait, le patient est toujours observateur. Il ne rentre pas dans le cheminement. Il y a une autre métaphore ou une comparaison, c'est le train en fait avec les wagons. En fait, quelqu'un qui n'a pas de TOC va regarder le train passer. Celui qui a un TOC va regarder tous les wagons. Donc, il va rentrer dans le cheminement des pensées, en fait. Voilà. Le but, c'est d'essayer d'être observateur de ses pensées, mais de ne pas rentrer dedans. Donc la méditation en pleine conscience, c'est un outil qui fonctionne plutôt bien à mon sens. J'ai expérimenté aussi, et du coup, moi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos où je vois effectivement que je suis d'accord avec toi, il y a une efficacité. Et même après, pour d'autres. En fait, ce qui est bien dans cet outil-là, en plus, c'est que ça aide pour le TOC et qu'en plus, ça vous donne des bénéfices. À long terme, pour d'autres choses. Voilà, oui, tout à fait. Pour d'autres choses. La sérénité, l'apaisement, et même pour la gestion. Clair dans sa vie, là où on va. Mais même pour la gestion du stress au quotidien ou du boulot, voilà, parce qu'on a une vie de plus en plus speed. Quoi. Et c'est vrai que prendre un petit peu de temps, ne serait-ce que 5-10 minutes à faire de la méditation en pleine conscience, ça peut vraiment nous aider. Quoi. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un outil thérapeutique pour moi que j'emploie contre le TOC. Voilà. En plus, c'est vrai que c'est un cercle vertueux parce que quand on soigne d'autres parties aussi, on se sent mieux à son travail, on se sent mieux dans sa vie, on est plus apaisé, moins stressé. De toute façon, ça rejoint encore le fait que ça guérit par du TOC. Et puis ça fonctionne aussi sur le sommeil, ça a des vertus quand même. Bon, alors par contre, il faut vraiment se contraindre un peu à. Contraindre, c'est pas le mot, mais essayer vraiment de régulier. Parce qu'il y a des gens qui vont faire par exemple de la méditation en pleine conscience pendant 3 heures un jour. Et puis déjà 3 heures c'est énorme, je sais pas comment ils font, enfin, 3 heures en un jour, et puis après pendant 2 semaines ils ne font plus rien, ça n'a aucun sens. C'est comme la comportementale, il faut que ça soit très régulier. Il vaut mieux une exposition de 10 minutes par jour qu'une exposition de 3 heures et après ne plus rien faire, ça sert à rien. C'est ce que je faisais un peu au début, de faire un petit peu comme ça par-ci par-là, et finalement c'était pas
Là, en ce moment, je Mais suis on dans est- un on autre est tous processus. quoi. Ouais, mais on est tous passés, je pense, par là, essayer d'affronter le problème d'un coup, comme Oui, ça, oui. et on s'est tous pris des gifles, quoi. Donc, Puis après, le lendemain, on pense à autre chose, une autre méthode, un truc, donc on C'est oublie ça. la première et tout. Mais, Voilà, c'est ça. donc, du coup, nous, on est un peu là justement pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché Oui. à notre niveau. à nous, d'autres et niveaux, puis ouais. par Après, rapport- voilà, il n'y a pas de clé universelle, on va dire, mais Il n'y a pas de miracle il y a dans quand le même cerveau. il y a quand même des chercheurs qui ont Ouais. travaillé un petit peu sur tout ça, Mm. et ça tombe pas du ciel, quoi. Donc c'est quand même important de le dire, effectivement. Après, les outils, pour répondre à ta question, On avait bon, dit la thérapie sport d'acceptation et d'engagement, bon, Ouais. ça j'en ai parlé, Mhm. mais c'est une continuité de la TCC, donc ça va dans le même schéma. Alors il y a le sport, bien sûr. Mhm. Le sport est vraiment important et ça a été prouvé par rapport aux gens qui ont un TOC. Mhm. Essayer de le faire régulièrement, c'est pareil, il ne s'agit pas de faire un marathon. Mhm. D'ailleurs, c'est une bonne métaphore, le marathon, c'est exactement ça. Il y a des gens qui veulent faire le 100 mètres, d'autres le marathon. Ouais. Au niveau du TOC, c'est un marathon. Mhm. Le 100 mètres, moi je l'ai expérimenté, ça Mhm. fonctionne pas. Ouais. Ça, c'est C'est sûr, clair, c'est c'est clair vraiment et ça. net. Ouais. C'est Voilà. vraiment ça. Maintenant, il y en a d'autres qui l'ont expérimenté, Mhm. je ne suis pas tout seul. On s'est tous pris des murs, donc c'est pas la peine. Mhm. Voilà, après d'autres outils, après comme je disais, l'hypnose Oui, ça peut être intéressant, le MDR peut être intéressant, Mhm. la thérapie systémique aussi, l'analyse c'est avec marrant. très peu, un tout petit peu Oui, si on a envie de d'analyse. creuser encore plus loin, il y a d'autres Voilà. petites choses qui peuvent s'imbriquer. Ouais, c'est ça, En fait, puis dedans, travailler un petit peu aussi sur son parcours, sur son enfance, c'est Mm. toujours intéressant et ça permet aussi d'assouplir certaines choses. Donc il ne faut pas non plus rejeter complètement l'analyse, mais disons que ce ne sont pas des thérapies qui sont indiquées pour ce trouble-là, quoi, en tout cas. Ok. Voilà. Et puis, Après, j'ai d'autres outils, là, oui, comme ça. après, comme je vous avais parlé dans une autre vidéo, après moi c'était plus des trucs de la vie quotidienne, quoi. Changer de regard sur le TOC, le voir comme une manière d'avancer, enfin, même si c'est difficile pour Ouais, vous peut-être oui, de oui, penser oui. à ça pour l'instant. Oui, effectivement, après, il y a changer sa façon de voir les choses, mais Voilà. ça, c'est compliqué. Ça, Il y a un ça outil, vient après, je pense aussi, tu vois. Des fois, Ouais, ça vient peut-être avec- au début ça c'est vient un avec peu le temps. intense, mais avec Ouais. le temps, voilà, on change sa vision. Mais Bien c'est sûr. même pas finalement des outils, parce que je pense que les gens se trouvent ces outils aussi tout seuls par eux-mêmes. Oui, ça et se que- fait presque naturellement, naturellement. de voir les choses différemment. Après, il y a aussi la phénoménologie. Alors ça, c'est un terme un peu compliqué, mais en sophrologie, on l'utilise beaucoup. C'est essayer de revoir les choses avec des yeux d'enfant. Mhm. Ce qui nous permet, en fait, simplement une tasse, une bouteille, un arbre, essayer en fait de faire abstraction de tout ce qu'on nous a appris. Alors, c'est très compliqué. Oui, complètement, ouais. Mais du coup, On on fait est, des schémas. on est un peu dans le sens de ce que tu dis. Mm. C'est essayer de oublier des Mm. schémas un petit peu et redécouvrir en fait la chose comme on aurait pu la voir, comme si c'était la première fois qu'on la voyait, comme un enfant. Complètement. Donc il y a un côté émerveillement aussi à côté de Complètement. ça. C'était Bon. ça quand je parlais de changer de regard, c'était ça où je D'accord, voulais c'est ça aller dont aussi. on parle, ouais. d'accord. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que Enlever c'est, ces conditionnements, en fait, sortir des conditionnements. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on va en reparler dans la dernière question qu'on va avoir aussi par rapport à tout ce voilà, que t'as la une société, transition encore. la société nous impose aussi en termes de coupe parfait. En fait, on va parler des choses à éviter. En fait, là, on a parlé des choses qui peuvent vous aider et des choses à éviter d'entretenir pour le TOC. Et du coup, ça me fait penser, quand on parle conditionnement, ça fait penser aussi à la société qui nous conditionne et du coup, sortir de ces conditionnements. Tout à fait. Et donc, quelque chose qu'il faut éviter, justement, enfin, les choses à éviter, ça pourrait être déjà de ne pas se baser, de ne pas se focaliser sur l'image du couple parfait que la société veut nous imposer. Alors Tu es d'accord ça, avec moi? Là, je suis 100% d'accord avec toi. Et, parce qu'effectivement, il y a un format sociétal. Et le problème, c'est que les gens qui ont un TOC, et là on parle du ROCD, les gens qui ont un ROCD ont cette image en fait, du couple vraiment idéal. Et donc le format sociétal appuie là-dessus. Donc c'est encore plus compliqué pour eux. C'est déjà compliqué pour le reste du monde, on va dire. Mais pour les gens qui ont ce type de trouble, c'est très compliqué parce que du coup, on leur dit que il faut être fidèle. Ouais. Je dis pas qu'il faut être infidèle, mais je dis qu'il faut y réfléchir. Oui, tout le monde a le droit d'y rajoute réfléchir. De la culpabilité, Voilà, ça rajoute 100%. de la culpabilité. Il ne faut pas regarder les autres personnes dans la rue. Tel rapport sexuel, faut avoir exactement. Combien de fois par semaine, du coup, tu mets la pression sur ce que, par exemple, un psychanalyste m'a pu me dire. Ouais, voilà, tout à fait. Combien de... Ah, c'est un problème. Voilà. Du coup, c'est un problème. Alors là, c'est non, parti mais t'as pour raison. 2 mois de rumination. C'est vrai. Et ça, j'y avais pas pensé en fait. C'est vrai que voilà, faire l'amour genre 2 fois par jour, mais c'est ridicule. Chacun son rythme, chacun ses envies, on est deux déjà, et puis il n'y a pas. Voilà. Donc il y a effectivement, il y a tout un format sociétal qui culpabilise déjà les personnes, mais alors les gens qui sont en proie au ROCD,
j'imagine que c'est une Ah ouais, horreur. c'est énorme. Et puis en plus, il y a tout le développement personnel en ce moment aussi qui est très à la mode, avec des livres sur les couples, avec beaucoup de choses là-dessus. Tous les livres de Christophe André. Non, mais j'aime beaucoup Christophe André. C'est vrai en plus, mais oui, il y en a beaucoup. Ouais, beaucoup, ouais. Ouais. Et qui, moi, me faisait péter un câble quand j'étais. Enfin, je regardais vachement de sites internet, les 10 choses qui font que votre couple est un super couple, voilà, et que vous êtes bien dans votre couple. Et là, tu listes les 10 choses, et puis toi, t'en trouves que 6. Et tu dis, putain, j'ai pas les 4 autres. Et... C'est ça. Donc, et ça, justement, c'est important ce que tu dis, parce qu'en plus, c'est de la réassurance. Ça va dans le sens des ruminations. C'est ce qu'il ne faut pas faire quand on a un héros. Des choses à éviter d'ailleurs. Des choses à éviter, justement, c'est vraiment ça. C'est essayer de se prouver par. Oui, j'ai vu ce genre de site où il faut 10 choses pour que le couple soit parfait, idéal, je sais pas quoi, mais ça, c'est une horreur. Déjà, c'est archi faux et complètement. Il n'y a pas de sens. Mais les gens qui sont dans le TOC vont essayer justement de se prouver via ces sites, par exemple, que ils sont dans l'amour idéal. Et malheureusement, ils ne trouveront jamais les 10 points. Hein. Et il y aura toujours, alors ça aussi je voulais rebondir, c'est très important, c'est qu'il y a quelque chose qui est propre au TOC, c'est l'intolérance au doute. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une vraie intolérance au doute. Dès qu'il y a un doute, il y a danger. Oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant. Non, on n'en a pas parlé, c'est super important parce que en fait, des choix, on en fait tous les jours. Sans choix, on ne peut pas vivre. Donc des doutes, on en a aussi tous les jours. Tu peux sortir là de chez toi et te faire écraser, on peut sortir, prendre l'avion et s'écraser. Bon, tout ça on le sait quand on le fait, ça ne nous empêche pas de le faire. Celui qui a le ROCD, lui, ça l'empêche vraiment d'avancer. Parce qu'il se dit, j'ai un doute, et comme c'est un trouble émotionnel et que l'émotion est tellement intense, et il y a tellement d'anxiété et d'angoisse, que finalement ça le paralyse carrément, ça le pétrifie. Voilà. Et donc du coup, il ne prend pas de décision, il n'est pas... Voilà. Et donc c'est pour ça aussi dans la thérapie d'acceptation, pour finir sur ça, c'est la thérapie d'acceptation, c'est aussi faire des choix. Souvent j'essaie de pousser un petit peu les patients à aller dans le choix, parce que tout est choix au final, quasiment tout, pas tout, mais bon. On n'est pas dans l'existentialisme non plus, mais voilà, tout est quasiment choix. Et en fait, à un moment donné, le doute, il faut l'accepter. Et ça, c'est très compliqué. Accepter de se tromper. Accepter de se tromper, puis tolérer le doute, vraiment une tolérance. J'y suis encore d'ailleurs là-dedans. Il y a encore quelque chose à faire là-dessus. Ça me parle beaucoup, le doute. Parce que, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs sur comment faire des choix. C'est ça. Après, c'est essayer de faire des choix, se positionner. Moi, j'essaie vraiment de travailler dans ce sens-là aussi avec mes patients. C'est essayer de faire en sorte qu'ils se positionnent vraiment par rapport aux choses. Prendre le risque de décider d'eux aussi. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé non plus de subir toutes nos pensées, on peut aussi être acteur à ce niveau-là. On peut aussi dire, à un moment donné, stop. Alors, c'est difficile à faire. Hein. Je dis ça comme ça, mais je sais que c'est très compliqué. Même moi, des fois, je suis assailli de pensées, mais on peut avoir un certain levier sur les pensées et arriver à les stopper aussi, à certains moments. C'est nous qui décidons. Oui, complètement. C'est pas les pensées. Et alors, le lâcher prise qui va avec, après, en se disant, ok, c'est comme ça, on verra aussi. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail en me disant, j'ai l'impression aussi ça, d'être vraiment amie avec. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est un des points d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est que de l'amitié et que c'est pas un couple. Et en fait, je me suis vue lui répondre. Et alors, en fait, parce que finalement, l'amitié, c'est génial aussi d'être amie avec quelqu'un. Donc. Puis ça fait partie de l'amour aussi. C'est ça, le schéma de la société va dire plus l'amour, il y a une part d'amitié mais pas trop, parce que sinon on risque de perdre la passion. Oui, c'est donc vrai. toutes ces choses-là qu'on nous dit. Alors la passion, justement, voilà, ça doit parler à tous les gens qui ont le ROCD, c'est-à-dire je dois absolument avoir un amour passionné. Et si j'ai pas cette passion-là, c'est pas normal. Ben si, en même temps, une passion, on peut être passionné quelque temps, puis c'est un feu de paille. Mais il faut aussi apprendre à faire des compromis, apprendre à accepter l'autre comme il est, et tout ça, ça prend du temps. Donc la passion, en fait, c'est un leurre, et qui est vraiment très présent chez les gens qui ont le ROCD. Parce qu'ils sont en train de chercher tout le temps, mais j'ai plus de passion, comment ça se fait, donc il faut que je trouve quelqu'un d'autre, sauf que ça s'amenuisera toujours, la passion. C'est ça, puis des fois, tu as des moments où ça revient, tu as des élans. Et puis des fois, non. Puis il y a certains couples qui sont pas comme ça, et il y a des couples qui fonctionnent très bien autrement, et qui sont eux heureux, et qui se posent pas cette question-là. Il y a des couples qui sont très amis, peut-être qui sont pas trop axés sur la sexualité, ou des choses comme ça, et puis qui sont très bien ensemble, et qui se posent pas la question du doute, en fait. Et c'est pas ce qu'on nous vend. Ce qu'on nous vend, c'est un format... faut être comme ça. Alors je dis pas non plus qu'il faut pas de passion, enfin c'est pas ce qu'on dit. Non, bien sûr. Il y a des couples qui sont justement très. Il faut faire l'amour, c'est important. Mais non, mais après c'est toujours pareil, c'est quand on nous impose des choses. Faites par rapport à votre ressenti, par exemple quelqu'un là qui est actuellement très ami avec son conjoint et qui passe des bons moments en tout cas d'amitié. Et si elle se focalise pas sur cette pensée, qu'elle voit que le positif dans cette amitié-là, et alors, pourquoi Oui, tout à fait. C'est ça, finalement. Mais pourquoi
se focaliser avec la pensée de est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce qu'on est en couple ou pas, puisque déjà cette relation-là est satisfaisante en fait. Et elle est enrichissante, donc laisser aller cette relation-là. Il y a une recherche d'idéal tout le temps en fait. Il y a toujours une recherche d'idéal chez ces patients-là. Il y a une culpabilité toujours exacerbée, une perfection, une responsabilité. Et tout ça, c'est ce qu'on travaille vraiment en thérapie aussi. Et ça, on ne peut pas le faire seul, je crois pas. Ou à moins d'être vraiment très très intelligent, avec beaucoup de recul. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Mais globalement, c'est quand même difficile. Voilà. Sûr. Bon, on a à peu près tout dit. Après, il y a plein de choses à dire. Les choses à éviter, on avait dit aussi trop en parler à ses proches, aux gens qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est, et en tout cas écouter leurs conseils. Enfin, ça, c'est vraiment alors ça c'est très important, c'est que effectivement il faut pas hésiter à parler au conjoint de ces problèmes-là, parce que de toute façon il va s'en rendre compte à un moment donné, et il risque de mal l'interpréter en plus. Mais par contre, il ne faut pas que ça devienne de la réassurance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie de se rassurer vis-à-vis de son conjoint, en lui posant plein de questions de type réassurance, du genre... Mais est-ce que tu penses que je t'aime quand même vraiment? Est-ce que, vous risquez de détruire votre couple, et en plus, vous êtes dans la rumination, donc dans le fait que le TOC devient chronique et s'aggrave. Et en plus, il faut vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut essayer un petit peu de ménager aussi son conjoint, parce que lui, ok, il n'a pas le trouble, mais c'est pas pour ça qu'il doit non plus prendre une volée de bois vert à chaque fois, et puis souffrir à chaque fois non plus, parce que lui il reçoit tout ça quand même. Et aussi voilà, donc ça par rapport au conjoint, et aussi par rapport aux autres personnes, de ne pas se comparer. Alors oui, aussi surtout aux autres couples, aux couples d'amis, et de pas trop en parler. Enfin, moi au début je faisais l'erreur de beaucoup parler à mes copines en fait. Ah mais tu vois, voilà, je pense ça, j'ai cette pensée là. Éviter, enfin moi c'était un conseil que j'avais dit, d'éviter de trop en parler aux amis, à ces choses-là qui ne sont pas atteints de ça, et qui vont donner des conseils. Alors après, ils sont de bons conseils, ils sont dans bonne intention. La bienveillance, voilà, c'est ça, mais le truc c'est qu'eux ne connaissent pas le TOC. Donc du coup ils vont dire par exemple, là il y a peut-être un problème du coup alors, et ça va vous faire toquer encore plus et tout ça. À éviter Ou alors les amis à ce moment-là les orienter vers des sites d'information pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Mais là il faut vraiment des bons amis. C'est ça. Exactement. Je pense que les autres, on va plutôt aller se vendre un verre. C'est ça. Mais plutôt voilà, se rassurer. On est toujours obligé de se rassurer un petit peu. On ne peut pas non plus dire il faut abolir toute réassurance, mais voilà, le couple c'est quand même important de faire en sorte de ménager aussi l'autre, parce que l'autre, même s'il souffre quand même indirectement du ROC, donc, et ça tout le monde le sait, donc il faut accepter aussi de garder certaines pensées pour soi, ne pas les dire, même si c'est compliqué, ça fait déjà partie de la thérapie, et en plus ça permet de préserver le couple et de ménager le petit ami ou la petite amie, donc vous avez tout à y gagner à faire ça. Après c'est très compliqué à dire, c'est facile à dire, très compliqué à faire, je suis d'accord, mais ça s'apprend vraiment. Voilà, ok. Voilà. D'autres choses à éviter, ou c'est bon, on a fait le tour à peu près? D'autres choses à éviter, oui. Aussi aux psy, enfin certains psy qui vont pas forcément être au courant du TOC et qui vont vous dire quelque chose. Ouais, disons qu'il y a beaucoup. C'est un trouble qui est très peu connu. Alors aux États-Unis, c'est connu. C'est vrai que chez nous, on a encore du retard. C'est très peu connu. Donc faire attention effectivement à savoir si vraiment s'informer sur la capacité du thérapeute à pouvoir traiter ce problème-là. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et encore des questions à son thérapeute, parce que déjà il a un devoir d'information et il ne faut pas hésiter à en abuser, parce que sinon on risque de tomber sur des gens effectivement qui vont rentrer dans une psychanalyse, et là vous allez payer une rente viagère, mes chers amis, et il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Voilà, je dis la vérité, hein. Voilà, encore une fois, l'analyse c'est bien dans le cadre d'une philosophie, c'est bien pour peut-être je sais pas, peut-être apprendre des choses sur soi, etc. Et moi je l'ai fait, donc j'ai appris des choses aussi, mais pas pour enrayer le TOC. Voilà. Sinon des choses à éviter, pareil au niveau de ses amis, on en a parlé. Éviter d'aller évidemment sur les sites en permanence, à essayer de vous rassurer. Pas que les sites d'ailleurs ridicules dont tu m'as parlé avec le top 10 des choses qu'il faut faire, mais il y a aussi des forums sur la dépression, des forums sur... où là malheureusement on essaie de trouver des gens comme nous, donc ça c'est bien, on essaie de s'identifier, ça c'est bien. Au début c'est bien, voilà, au début c'est bien, et après ça switch très vite, ça devient une rumination, on essaie de se rassurer en permanence, donc évitez vraiment ça. Et puis éviter de manger trop salé aussi. Non, je plaisante. Et voilà, donc après. Et puis aller voir Rodolphe. Non, mais voilà, après c'est éviter d'aller voir Rodolphe. Mais après. Non, mais justement, aller voir Rodolphe. Sympa, c'est agréable.
Et après, voilà, je sais pas, des choses à éviter. Oui, alors si, il y avait une chose dont je voulais parler quand même, c'est les médicaments. J'ai quand même des patientes assez jeunes à qui on a prescrit des neuroleptiques. Et ça m'a mis un peu en colère quand même. Alors, je suis pas médecin, d'accord, je suis pas psychiatre, c'est vrai. Mais je vois pas pourquoi en première intention on donne des neuroleptiques à une jeune fille de 15 ans qui a simplement des TOC et qui est diagnostiquée comme telle. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le psychiatre. Donc donner des neuroleptiques à des jeunes filles comme ça ou à des jeunes garçons ou même après quoi, c'est pas le traitement de première intention le neuroleptique. C'est quelque chose qui est là pour les décompensations énormes anxieuses ou alors pour des troubles psychotiques. Mais pas pour ce type de trouble. Ou alors vraiment à une posologie très faible. Ouais. Ça, c'est important que je le dise. Même si je ne suis pas médecin, je le répète, c'est important parce que j'ai des patients qui reviennent avec des pauvres, ils savent pas. Ouais, puis ils sont pas bien, ils ont les yeux, voilà, il y a le plafonnement des yeux, ils sont fatigués. Enfin, ça a des effets secondaires énormes, etc. Donc voilà, des choses à éviter. Là, le neuroleptique, moi je dirais, il faudrait l'éviter, sauf en cas de grosse décompensation ou de comorbidité, c'est-à-dire de troubles associés de type psychotique, on va dire. Voilà. Mais sinon, c'est tout, je pense. On a fait le tour, là, je crois. On a vraiment fait une longue vidéo. Et puis, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, la précédente, par rapport à tout ce qu'on a dit, si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Voilà, et si besoin, on se retrouvera peut-être pour faire on pourra, de toute façon, un question-réponse s'il y a besoin. On peut faire un question-réponse, voilà. Et puis c'est un sujet presque inépuisable, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder, et puis on les survole beaucoup là, mais bon, on ne veut pas non plus être soporifique. Ouais, c'est clair. Et là, je pense qu'on a déjà été. Minutes, là, on l'a été un peu. Je pense qu'on a perdu des gens déjà. Voilà. Donc, je remets les contacts de Rodolphe en bas de la vidéo, le site aussi du herocd.fr. Site de Sylvaine. Ouais. De Sylvaine, voilà. Et puis, écoutez, posez vos questions, contactez Rodolphe si besoin. Contactez Agathe aussi. Oui, n'hésitez pas à m'envoyer les mails comme on fait d'habitude avec des petites choses que je peux petits conseils et tout que je peux vous donner. Tu réponds à tout le monde d'ailleurs. Oui. Enfin, j'essaie. Il y a peut-être plus de personnes qui sont là, qui passent à la trappe. D'ailleurs, désolée, je le dis à chaque fois dans la vidéo. Je sais pas, des fois peut-être que ça arrive. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, Rodolphe. Merci beaucoup, en tout cas Agathe. Et puis merci à toi. Alors, si vous êtes resté jusqu'au bout, merci encore plus parce que vous avez du courage. Voilà. Donc, et puis peut-être à bientôt. Et puis bon courage, belle route. Et puis voilà. Des bisous. À bientôt.